Ma critique est vraiment, c'est la critique féministe, surtout la critique des femmes qui ont organisé la campagne au salaire pour le travail ménager. La critique que nous avons faite à Marx, c'est d'avoir vu seulement le travail salarial comme le lieu de l'exploitation capitaliste du travail. Non? Alors, Marx a vu non, c'est très important, son analyse de l'accumulation capitaliste comme une accumulation qui se fait à partir de la partie du travail dans les usines, dans toute place de travail salarié qui n'est pas payé. Mais lorsqu'il n'a pas vu qu'il y a un autre espace d'exploitation, qui c'est l'espace où traditionnellement, dans la société capitaliste, les femmes ont travaillé, que c'est la maison, que c'est la communauté, que c'est le travail de reproduction de la vie, mais que dans le capitalisme, c'est traduit en reproduction de la force travail. Il n'a pas compris que cette activité est fondamentale, non? Et le soutien de tout type de travail qu'il y a. Parce que ce qu'on produit dans la maison, c'est le producteur. Alors, il y a une production dans les usines, qui est une production de marchandises. Il y a une production de travailleurs dans les maisons. Bon, Marx n'a pas vu tout ça. Il n'a pas vu aussi que le salaire a plus de fonctions qu'il a reconnues. Parce que le salaire et surtout la différence entre travail salarié et non salarié a permis au capitalisme d'occulter tout cet espace d'exploitation qui est le travail de reproduction. Il a permis au capitalisme de l'invisibiliser, a permis au capitalisme à travers le salaire, d'éléguer aux travailleurs salariés, au mari, le contrôle sur le travail de sa femme. Alors, le capitalisme ne doit pas contrôler, discipliner les femmes directement. Il peut le faire à travers le mari, à travers l'idéologie de l'amour, à travers l'idéologie du service personnel. Alors, c'est une forme de contrôle et de discipline très, très efficace, non? Et nous avons démasqué ça. Nous avons démasqué la fonction de la maison comme une usine de production de producteurs et du salaire comme un instrument de hiérarchisation et comme un instrument d'invisibilisation de l'exploitation des femmes dans le capitalisme. Bon, il y a un rapport dans mon pensée, non, avec l'opéralisme, comme il y a une relation entre d'autres femmes. Par exemple, Maria-Rosa Dalla Costa, non, qui a écrit un essai très important pour la perspective de Je que parle maintenant. Elle venait de l'opéralisme aussi, non? L'opéralisme a été très important pour nous pour deux raisons fondamentales. Une est que non, l'opéralisme nous a enseigné non, à voir que le capitalisme n'est pas un système social qui croit sur soi-même pour un mécanisme d'évolution, mais est un système social qui change à partir des luttes, non, en réponse à les luttes non, qu'on fait. Et aussi, l'opéraïsme a donné beaucoup d'importance à la question du salaire. Par exemple, dans le livre Ouvrier et Capital de Tronti, de Mario Tronti, non? Et le livre est commencé avec une critique à la position de Lénine, qui séparait la lutte économique de la lutte sur les salaires, de la lutte politique. Et alors, non, certainement en changeant à la lutte ouvrière qu'on faisait en Italie à la moitié des années 60 et à la fin des années 60. Tronti a dit non, que la lutte salariale est directement une lutte politique. Qu'avec la lutte salariale, les ouvriers, les travailleurs sont capables de démanteler le plan du capital. Non? Alors ça, je crois qu'il y a eu une importance
non, pour la pensée féministe des copains italiennes, qui m'a influencé aussi, parce que j'ai commencé à travailler dans la campagne sur le salaire domestique, après avoir lu les choses que Lutte féministe, Maria-Rosa de la Costa, a écrit, non? Et bon, pour ça, je crois que le salaire a été politisé dans le péréisme et cette politisation qui nous a permis aussi de voir comme il a été usé comme un instrument de hiérarchisation, invisibilisation du travail des femmes. Avant tout, nous avons lutté pour le salaire au travail ménager, non? Le salaire au travail ménager est contre le salaire ménager, pas salaire pour les femmes. C'est très important de le dire, de le souligner, parce qu'il a été tant mal entendu, non? Il a été entendu dans une façon très réformiste, comme s'il était une revendication salariale, donnez-nous un peu d'argent et nous allons travailler toute notre vie. Ça n'était pas la perspective, non? La perspective du salaire au travail ménager, c'était sortir d'une analyse qui voyait le travail ménager comme construit, non, matériellement sur la manque de salaire, non? Alors nous on dit, bon, si ce qui fait que les femmes soient condamnées à faire ce travail, parce qu'elles le font, non, sans rémunération, sans aucun type de reconnaissance sociale, non? Alors la forme plus directe pour abolir ce travail, c'est de le traduire dans un salaire. Mais bon, avant tout, la campagne pour le salaire au travail ménager était une campagne qui refusait, non, le salaire au travail ménager était un refus de continuer à travailler pour rien pour l'été, de donner du travail non payé à la classe capitaliste, avant tout. Aussi était, non, la reconnaissance que l'alternative était de faire deux travail, non? Parce que la lutte que beaucoup de féministes ont fait, nous, pour entrer dans tous les lieux de travail masculin, non? Ne se préoccupait pas de ce qui se passe avec la reproduction. Alors que nous avons vu que lorsqu'une femme sort de la maison pour travailler pour un travail salarié, elle ne sort vraiment, parce qu'à la fin, elle doit continuer à faire ce travail reproductif dans le soir, non, au matin, le dimanche. Alors c'est vraiment, c'est une situation très, très terrible. C'est pour ça que nous avons dit, comme que dans l'histoire de la société capitaliste, non, la principale forme d'exploitation des femmes a été la reproduction, le travail domestique. Il faut partir de ça. Il faut dénaturaliser ce travail, non? Alors que si nous sortons de la maison pour travailler dans d'autres lieux, nous ne sortons pas à main vide. Parce que maintenant, lorsqu'une femme va à travailler hors de la maison, elle va dans une situation de grande vulnérabilité. Non? Par exemple, tu ne peux pas dire que tu as d'expérience laborale, parce que ce travail n'est pas reconnu. Alors tu dois dire que tu n'as pas d'expérience laborale. Non? Aussi, tous les employeurs savent très bien que tu es désespéré, que tu es encombré. Comme femme, tu es encombré à travailler pour rien. C'est pour ça que nous, toujours, gagnons des salaires très, très bas. Non? Les salaires plus bas que les salaires des hommes. Non? Alors, nous avons dit que pour changer notre situation dans tous les lieux sociaux, c'était fondamental, non, de nous adresser à ce que pour nous était la forme d'oppression, exploitation plus fondamentale des femmes dans cette société. Et à partir de là, changer
notre relation de pouvoir avec les hommes, avec le capital, avec l'État. Naturellement, notre campagne, c'était pour le salaire au travail ménager de l'État, pas du mari, non, mais l'État comme représentant du capitalisme, non, le représentant collectif du capitalisme, non. Et je crois que ce qui s'est passé dans les années jusqu'à ce moment a démontré qu'on avait raison. Parce que maintenant, on voit que beaucoup de femmes ont un travail hors de la maison. Mais sa situation, c'est terrible. Elles n'ont pas gagné l'autonomie économique. Au contraire, beaucoup d'elles font pas seulement un travail, mais deux travails. Et la majorité des femmes qui ont un travail salarié dans les États-Unis ont beaucoup de dettes. Beaucoup de dettes. Elles travaillent tous les jours, pratiquement tous les jours. Ils ont une semaine laborale qui est comme la semaine laborale de la révolution industrielle, sans du temps pour se reconstituer et en même temps, ils n'ont pas gagné l'autonomie économique. Alors je crois que la question de se approprier des ressources pour le travail reproductif reste aujourd'hui centrale pour le mouvement féministe et je crois pour tous les mouvements sociaux. Et c'est vraiment, c'est bon, la dette de laquelle je parlais, c'est une partie de la crise, non? Mais la crise est très profonde parce que nous avons vu que les femmes, avant tout, non, le moment historique dans lequel les femmes vont travailler en masse, non, dans les lieux de travail salarié. Le moment historique est le moment de la grande restructuration de l'économie globale, non, qui a démantelé beaucoup de lieux de travail, non, qui a fait que le travail salarié soit continuellement précarisé, soit toujours précarisé, que le travail salarié ne te donne pas les bénéfices qu'on te donnait dans le passé. Alors, je dis avec une métaphore que les femmes sont entrées dans les usines, usant le concept de l'usine dans une forme très générale, sont entrées dans les lieux de travail salarié, exactement dans le moment dans lequel le travail salarié était démantelé, non, que les bâtiments s'effondraient, non, et en même temps aussi, non, l'État a commencé, non, avec la politique néolibérale, a commencé à accorder, non, tous les investissements dans la reproduction sociale, l'école, la santé, les garderies, non? Alors les femmes vont à gagner un salaire, mais en même temps, les salaires qu'elles vont à gagner sont très bas. Elles doivent payer, non, pour beaucoup de services que dans le passé étaient subsidiés. On parle aujourd'hui de la financiarisation de la reproduction. Et alors, c'est une situation de grande crise, non? Et rien, nos services a substitué, non, la manque de femmes dans la maison. Il n'y a pas eu un investissement social, non, qui pouvait remplacer la femme qui ont sorti de la maison. Alors la crise se peut voir avec les enfants, non? Beaucoup d'enfants, il n'y a pas d'attention suffisante pour les enfants. Il n'y a pas d'attention suffisante pour les malades chroniques, pour les vieux qui ne sont pas autosuffisants. Tout ça est une crise terrible aujourd'hui. Et les femmes aussi, crise des femmes. Parce que la plupart des femmes ont 2, 3 travails. Elles n'ont pas de temps pour se reconstituer. Et elles, vont de jour au jour avec les pilules. Les femmes dans les États-Unis, je le dis toujours, sont les majeures consommatrices de pilules antidépressantes. Elles souffrent d'anxiété,
non? Et aujourd'hui, les docteurs ont découvert une nouvelle maladie. C'est la maladie de la syndrome de l'argent. Ça signifie qu'ils découvrent que les femmes ont beaucoup d'anxiété parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et ça est tant commun aujourd'hui qu'ils l'ont nommé la maladie de l'argent. Je suis allée en Nigerie dans un moment très important parce que dans les années 84, 85, 86, non, qui étaient les années où j'étais en Nigerie, étaient les années dans lesquelles il a explosé la crise de la dette. Non, la crise de la dette. Et, et après, comme la solution à cette crise, on pouvait voir, on a vu l'intervention du Fonds monétaire international et du Banque mondiale dans la politique de beaucoup de pays de l'Afrique, la Nigerie surtout, non? Pour introduire des programmes, non? Les programmes d'ajuste structurel qui devaient réactiver l'économie, qui devaient permettre au gouvernement de payer la dette. Bon, c'est très important de dire que cette dette a été une dette complètement construite, une dette artificielle, non, qui avait construit avec, non, lorsque les États-Unis ont augmenté le taux d'intérêt sur le dollar, non, alors que tous les prêts que les pays africains ou les pays de l'Amérique latine avaient pris, non, en dollars, non, sont devenus impossibles à repayer. Et alors, c'est à ce moment-là qu'arrive la Banque mondiale, les nouvelles conquistateurs. Je l'appelle les nouvelles conquistateurs. Non? Et bon, non, nous avons, moi et d'autres gens, nous avons vu que ça était vraiment une politique de recolonisation. Non? Une politique de recolonisation, non? Qui avait comme but de détruire tous ceux qui avaient gagné avec la lutte anticoloniale. Parce que cette politique, pratiquement, était finalisée à reconstruire les mêmes conditions matérielles qu'il y avait en Nigerie, en Afrique, pendant le colonialisme. C'est-à-dire, restituer le pays à son rôle de producteur des raw materials, comment on dit raw materials, de matériel, des sources, non, et de travail à bon marché. Du travail à bon marché. Et bon, moi, j'étais dans l'école, j'étais dans l'université, et nous avons vu dans l'université, la première chose qu'on a fait a été que le gouvernement, a décidé d'écorter tout le subside à l'étude universitaire. Alors, il y avait des grèves, il y avait beaucoup de protestes, il y avait une persécution très forte des étudiants, la criminalisation des organisations des étudiants, non? Et bon, j'ai pu voir là le commencement de la privatisation de l'éducation, non? Qui est devenu bientôt un programme global. Un programme vraiment global. J'ai rencontré la même politique lorsque j'ai retourné aux États-Unis. Non? La privatisation et la mercantilisation de l'éducation. Avec l'introduction de beaucoup de taxes, non? Qui ont, à la fin, ont expulsé beaucoup d'étudiants de l'université. Mais l'Afrique a été très importante pour moi pour une autre raison aussi, qui a impacté ma politique. Non? Parce que en Afrique, je peux voir deux choses. Avant tout, que le travail de reproduction pour beaucoup de femmes dans le monde, certainement dans l'Afrique, commence dans les champs, commence avec la cultivation agricole pour la subsistance. Ne commence pas seulement dans une cuisine,
mais commence avec la cultivation, une cultivation pas pour le marché, non, mais pour non, la subsistance. Alors ça a été très important parce qu'il a non, élargi mon conception de que c'est la reproduction. Aussi, j'ai compris, non, j'étais dans un lieu pétrolier. Alors, il y avait des contaminations partout, non, partout, et il y avait beaucoup de lutte contre cette contamination. Alors, aussi, j'ai vu la reproduction et aussi s'occuper de la nature, de l'environnement, lutter contre la contamination. Alors, une dimension écologique, que la reproduction a fondamentalement aussi une dimension écologique. Et enfin, il a été important parce qu'il a été mon rencontre avec le commun. Non, j'ai découvert en Nigérie qu'il y avait, non, dans le pays et dans beaucoup d'Afrique, des régimes, non, tout à l'heure, des régimes communautaires de la terre, que beaucoup de gens pensaient, non, ne pensaient pas, même s'il avait un travail salarié, ne pensaient pas de soutenir seulement avec le salaire. Non, ils pensaient, dans ma vieillesse, je vais retourner au village. Si quelque chose se passe, je peux retourner au village. Non, les enseignantes avec lesquelles je travaillais me disaient, tu as de la terre au village? Je disais, non, naturellement, non. Tu vis seulement de ton salaire? Je disais, oui. Tu n'as pas de peur? Bon, je dis, non, oui, non. Nous avons intériorisé, non? Nous avons intériorisé le fait qu'il n'y a rien sinon le salaire, non? Il y a... Bon, alors, ça m'a impacté beaucoup lorsque j'ai régressé aux États-Unis, non? Cette chose de régime communautaire, de la commune, non, a été une chose qui a commencé à changer ma perspective de ce qu'il doit faire. Bon, se réapproprier de la ressource, mais aussi commencer un travail de changement de l'organisation de la reproduction, de créer des formes plus communautaires de reproduction. Et bon, ça a été mon but, non, dans les dernières années, et je trouvais beaucoup d'inspiration, non, dans les expériences que des femmes sont en train de faire dans beaucoup de villes de l'Amérique latine. En parlant du commun, non, je crois que pour beaucoup de femmes et pour beaucoup de personnes, non, la construction de nouvelles formes de vie communautaire, non, pas seulement la défense de la commune qu'il y a déjà, mais aussi la construction de nouvelles formes de vie communautaire et de reproduction communautaire a été une réponse à la crise de la reproduction, à la crise de laquelle je parlais, non? Par exemple, en Afrique, beaucoup de femmes qui avaient été expulsées, non, des espaces ruraux pour la privatisation de la terre, pour l'ajustement structural, non? Lorsqu'ils se sont urbanisés, qu'ils sont allés à la ville, ils ont commencé à occuper, non, des terrains urbains et à faire de l'agriculture urbaine, les jardins urbains. Les jardins urbains, la cultivation agricole urbaine est un phénomène des années 90, non, qui est non, protagonisé par des femmes qui sont expulsées, mais qui ne veulent pas être soumises complètement à la logique du marché, à la logique du capitalisme, qu'ils n'ont pas un accès au salaire, à la relation monétaire, alors qu'ils doivent s'approprier de terres, doivent s'approprier des choses. Bon, ça se passe aussi en forme très forte, non, dans l'Amérique latine. Je peux parler d'expériences que j'ai vues, par exemple en Argentine, non, où les femmes dans les banlieues
dans les lieux de la périphérie, non? De nouveau, femmes qui ont été expulsées de la terre, femmes migrantes, ont occupé des espaces urbains et ont commencé à se mettre, non, ensemble. Par exemple, à cuisiner ensemble. Ils ont créé ce qu'on appelle les comedores populaires, qui sont des cuisines collectives, non? Où on ne fait pas manger pas pour une personne, mais pour 100 de personnes, non? Et aussi, ils ont créé des jardins urbains et beaucoup d'activités. Parce que dans cette banlieue, l'État n'est pas présent, non, avec l'investissement dans la reproduction. L'État est présent seulement comme une force d'occupation. Il est présent avec les soldats, non, qui sont armés, non, mais il n'est pas présent, non, avec des services. Il n'y a pas de services. Et là sont les femmes qui sont en train de s'organiser, de faire des services ainsi que la communauté peut survivre. Mais ce qu'on voit, est-ce que cette forme collective de travail, d'organisation sociale, est en train de créer des réseaux qui sont très forts, pas seulement pour la survivance, mais sont très forts aussi pour la politisation de la vie, pour la politisation de la reproduction, non? Et ils sont en train de créer des fabriques sociales, non? Des situations sociales, non? Où les femmes ont plus de capacité de résister, non? À l'exploitation, et en même temps sont en train de bâtir, de construire des formes nouvelles de vie, des relations sociales, plus coopératives, moins individualisées, plus responsabilité envers le bonheur collectif, le bonheur, non? Et ça, pour moi, est une grande inspiration. Parce que, pour moi, je crois qu'il faut mettre sur notre, comme on dit, bannière, non? Il faut mettre le principe de la construction d'une société où pas seulement tout le monde peut avoir accès à la richesse naturelle, à la richesse que nous avons produite historiquement, mais aussi où il y a vraiment la coopération et pas la compétition, et où vraiment on peut commencer à bâtir, non, des formes d'autogouvernement, des formes de vie et de politiques qui vont au-delà de l'État. Je crois qu'il faut vraiment aller au-delà de l'État. C'est pour ça que je fais une différence, non, entre le commun et le communisme. Parce que le communisme a toujours été étatiste. Et je crois que ça est un principe très important pour nous aussi qui sommes dans l'Amérique, dans les États-Unis, dans une cité comme New York ou à Paris. Je crois qu'il n'est pas seulement une chose de l'Afrique ou de l'Amérique latine. Non? J'ai vu, par exemple, l'enthousiasme que beaucoup de gens ont démontré pour le mouvement de l'occupation, non? Qui surtout le fait de faire choses, de se reproduire en commun, non? Mais je crois surtout qu'il faut commencer à créer des structures de quartier, des structures communautaires qui vont faire un travail de contrôle sur ce que l'État organise pour nous. Je ne suis pas d'accord avec les féministes qui seulement luttent parce que l'État nous donne de bons services. Ça, c'est vrai. C'est très important, non? Mais c'est important aussi ne pas laisser que soit l'État à décider complètement ce qu'ils nous vont nous donner. Par exemple, que soit l'État à décider complètement qu'est-ce que c'est la santé, non? Ou quel va être le traitement que nous allons rencontrer lorsque nous allons dans les hôpitaux.
Par exemple, maintenant, il y a beaucoup de femmes noires dans les États-Unis qui dénoncent la maltraite qu'ils toujours rencontrent lorsqu'elles vont à l'hôpital. Ils sont en train de s'organiser, non, pour s'opposer et pour introduire des formes de contrôle. Par exemple, elle dit, non, nous ne voulons pas aller à l'hôpital seul lorsqu'on doit aller à procréer. Parce que toujours, non, c'est pas passé qu'ils te vont à maltraiter, à faire des choses que tu ne veux pas, et dans cette situation, tu n'as pas le pouvoir de les refuser. Alors, ils vont avec un avocat. Ils vont avec une autre femme qui va lutter pour toi, qui te va protéger, qui va lutter avec les docteurs, avec les infirmières, si ils vont à faire des choses que tu ne veux pas. Je crois que ça, c'est bâtir le commun. C'est construire à partir de la communauté, à partir du quartier, des structures qui peuvent influencer ce que l'État fait. Non, c'est clair que nous ne pouvons pas nous user l'État maintenant. Nous n'avons pas ce pouvoir. Mais il faut commencer à exercer cette capacité de faire un gouvernement du bas. Non, ça signifie naturellement qu'il faut aussi libérer le temps du travail, réduire le temps que nous travaillons pour nous soutenir. Non, mais je crois qu'il faut partir du présent. Non, assez avec cette idée de révolution qui jamais va venir. Non, la révolution, c'est aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec Marx lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que c'est le communisme. Et elle a répondu, le communisme, ce n'est pas une utopie dans le futur. Le communisme est l'activité qui, à partir du présent, change l'ordre constitué des choses. Pour moi, le principe de le commun est la même chose. Ce n'est pas une utopie future, c'est vraiment les activités que nous faisons maintenant, dans le présent, pour changer notre vie dans une forme plus solidaire, plus collective. Je crois qu'une différence entre les luttes féministes dans beaucoup de lieux de l'Amérique latine avec, je crois, les États-Unis, par exemple, c'est cette capacité, non, qu'il y a dans le mouvement des femmes, dans ce qu'on appelle le féminisme populaire. Parce qu'il y a beaucoup de féminisme, pas un féminisme. Il y a beaucoup de féminisme. Il y a aussi un féminisme d'État, non, le féminisme des Nations Unies. Pour moi, ce n'est pas le féminisme dans lequel je peux m'identifier, naturellement. La capacité dans l'Amérique latine des femmes, des féminismes, du féminisme populaire, est qu'ils ont créé des réseaux, des espaces où organisations différentes de femmes peuvent se rencontrer. Et ça a été la force, non, de la grève, parce qu'en Argentine a porté millions de femmes dans les rues. Non? Alors on se rencontre, femmes syndicalistes, femmes de l'organisation de l'économie solidaire, femmes qui font ni una menos la lutte contre la violence. Non? Et bon, non, il y a eu aussi toute une analyse de ce que signifie faire une grève, que je crois est très importante parce qu'il a établi que faire une grève pour les femmes est très très différent que faire une grève pour les hommes. Non? Beaucoup de fois, la grève des hommes, c'était une grève, non, qui allait terminer tout travail. Non? Mais pour les femmes, ne peut pas être la même chose, parce que si tu es engagé dans le travail de reproduction, si tu es un enfant petit, si tu as des gens qui sont malades, tu ne peux pas faire la grève dans une façon traditionnelle. Non? Alors nous avons dit que la chose plus importante, ce n'est pas seulement le jour de la grève. Le jour de la grève va à visibiliser, non, le moment où la femme dit non, ils vont à poser la question d'une société nouvelle. Mais ce qui nous importe plus est tout le processus, non, qui porte au jour de la grève.
que ça, c'est la part plus importante de la grève. Le processus qui signifie se rencontrer, contacter des femmes différentes, non? Créer des espaces où on peut discuter sur ce que nous voulons et comprendre quelles sont les situations différentes des femmes, comprendre, non? Mettre notre expérience. Et non, je crois que tout ce chemin, le chemin pour arriver au jour de la grève, a été la chose la plus importante, non? Et bon, aussi, je crois que nous avons vu, à partir de l'Amérique latine, que l'horizon, non, de la perspective féministe se sont élargis beaucoup. Alors que plus en plus, il y a une féministe qui est anticapitaliste, qui comprend qu'il n'y a pas une femme générale, que dans le mouvement féministe, il y a des relations de pouvoir, qu'il y a des inégalités parmi les femmes et qu'il faut mettre au centre de notre lutte, non, la subversion de cette inégalité, non, qu'il faut que ça, c'est une des buts plus importants du mouvement féministe. C'est pas seulement, non, de détruire les égalités, les hiérarchisations entre les femmes et les hommes, mais c'est aussi d'adresser les inégalités qu'il y a, non, parmi les femmes, non, de racisme, d'ethnie, bon. Et je crois que pour ça, il a été une grande inspiration, non, pour nous aussi que vivons dans les États-Unis, non. Et moi, à New York, je travaille avec un groupe de femmes, beaucoup d'elles migrantes, viennent de l'Amérique latine, non? Et nous avons une website que nous avons créé comme un espace, s'appelle Feminist Research on Violence, et nous l'avons créé exactement comme un espace avec lequel collaborer, communiquer avec notre copain dans notre pays et surtout dans l'Amérique latine. Parce que nous voyons que la perspective, surtout dans le continent américain, non? Que nous ne pouvons pas à New York et dans les États-Unis penser de faire une politique, surtout avec le grand numéro de migrants, non, de l'Amérique latine qu'il y a dans le pays, non, nous mobiliser sans intégrer dans notre perspective, non, la politique américaine, la question de l'impérialisme, non, et la construction d'une solidarité avec les femmes qui sont en Argentine, au Mexique, bon. Et ça, c'est notre beau. Bah, c'est vrai, l'internationalisme est vraiment de grande actualité, non? Pour beaucoup de raisons. Avant tout, parce que, bon, je viens des États-Unis. Les États-Unis, maintenant, est en train de faire guerre à la plupart du monde, non? Nous avons vu une politique de guerre permanente. Il y a la guerre qu'on fait avec les armes et aussi la guerre qu'on fait avec non, les compagnies pétrolières, les compagnies minières, non? Et bon, toute la persécution qu'il y a, par exemple, maintenant, pas seulement dans les États-Unis, mais dans l'Europe, non? Du migrant qui vont migrer, qui migrent parce que son pays a été dévasté par les politiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Alors l'hypocrisie, c'est incroyable, non? Parce qu'ils vont persécuter des gens qui ont été obligés à laisser son pays, non? Parce qu'on était non, paupérisés par les politiques mêmes de l'Europe et des États-Unis. Bon, alors, l'internationalisme est important pour les mouvements féministes parce qu'il faut s'opposer à ça. Il faut s'opposer à toutes ces nouvelles formes d'impérialisme. Et il faut lutter, non, avec et créer des formes de solidarité avec les femmes et les mouvements qui sont dans le pays, qui sont exploités, qui sont dévastés pour une situation de guerre permanente
Et alors, je crois qu'il doit être au centre de notre politique, de notre mobilisation. Ah bon, je suis très contente de présenter deux livres qui sont très importants, qui ont été publiés récemment. Et eux, c'est le livre de la Fabrique, qui a été publié par la Fabrique, non? Le livre sur Marx, sur le féminisme, qui a publié maintenant. Et l'autre, c'est un livre qui recueille toutes les choses, documents théoriques, documents d'organisation, pamphlets, photos, posters, non, de la campagne au salaire pour le travail ménager, non, que nous avons fait surtout à New York. Non? Alors, ce livre-ci est surtout sur la campagne du comité pour le salaire à New York. Non? Et moi, c'est un livre qui me fait beaucoup rose parce que je crois qu'il va donner une image plus concrète de ce que fut cette campagne. Parce que beaucoup de fois, on ne comprend pas que c'était pourquoi le salaire au travail ménager, comment c'est peut organiser à niveau organisatif. Non? Et je crois que ça donne une image plus complète et plus concrète. Et j'espère qu'elle va être traduite aussi.